bien lancé ou pas? Faut bien se passer. Ouais. Ça qui est trop fait. J'ai l'impression que là, ça a marché. Non, en fait, ça n'a pas du tout marché. C'est pas grave. Ouais. Des petits bugs de Internet en confinement. Ok, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Ah, Ouais. Bienvenue dans ce nouveau live Facebook pour l'invité du vendredi. L'invité du vendredi, c'est comme son nom l'indique. Tous les vendredis, on vous propose de partir à la rencontre de une ou deux personnes, comme aujourd'hui, qui ont une anecdote à vous raconter, qui sont artistes d'un certain côté. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux volontaires bambou qui sont au Cambodge pour 1 an. Actuellement, ils ne sont pas au Cambodge puisque vous imaginez bien qu'ils sont confinés. Mais on a la chance d'accueillir Agathe et Thibaut. Bonjour à tous les deux. Bonjour Adé. Vous m'entendez? Ouais. Alors, Ouais, c'est on t'entend bien. un live un peu particulier parce que nous sommes de France jusqu'à l'Asie aujourd'hui. Donc, c'est pour ça il est un petit peu plus tôt. Vous commencez à vous connecter. Bienvenue. Merci de rejoindre notre live. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, d'où vous nous écoutez, comment vous allez, comment vous vous appelez. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant ce live. Agathe et Thibaut vont vous répondre tout au long de cette discussion qui va durer une petite demi-heure. Voilà, donc bienvenue. N'hésitez pas à vous présenter. Et en tout cas, on va commencer par la présentation de nos deux volontaires qu'on appelle Bambou chez Enfants du Mékong. Pourquoi est-ce que vous avez tous les deux choisi de partir en mission humanitaire? Pour commencer. C'est beau. Pour moi, c'était parce que c'était la fin d'un cycle. J'avais fini mes études depuis 6 ans, donc je travaillais et puis j'étais un peu arrivé au bout de ce que j'avais envie de faire là où j'étais. Puis parallèlement, j'avais connu Enfants du Mékong en parrainant un enfant. Et puis j'ai appris que il y avait des volontaires qui partaient en Asie et c'était le moyen de terminer un cycle tout en me mettant au service d'une cause. Voilà. D'accord. Et toi, Agathe? Pour ma part, on a un peu le même profil avec Thibaut, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé avant aussi, pendant 5 ans. Mmh. Et un peu même chose, j'étais arrivée au bout de quelque chose, j'avais envie de changer un petit peu, de mettre au service d'une cause aussi. Et je parraine également un jeune en Birmanie, avec Enfants du Mékong, donc l'association s'est un peu imposée d'elle-même. D'accord. Vous parrainiez un enfant avant d'être volontaire? Ouais. Déjà, d'accord. Ok. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Enfants du Mékong alors? Parce qu'il y a quand même pas mal d'associations qui permettent de partir en mission humanitaire en Asie. Qu'est-ce qui vous plaisait chez Enfants du Mékong? Moi, c'est déjà une association dans laquelle j'avais confiance, vu que je connaissais via le parrainage. Mmh. Donc j'appréciais la démarche et j'aime beaucoup cet esprit de vouloir faire grandir les jeunes dans leur propre pays pour qu'ensuite ils puissent aider leur propre pays à grandir. J'aime beaucoup cette idée de cercle vertueux. Et donc la démarche me plaisait, j'avais confiance dans l'association. Voilà, finalement, j'avoue que j'ai pas cherché beaucoup plus loin en fait pour ma part. J'ai pas fait plus de recherches. Ça, c'est un peu le choix s'est fait du même. D'accord. Ouais, puis c'était un peu la même idée. C'était un peu la même idée pour moi. J'ai parrainé un an avant de partir et c'est vraiment pas. Ouais. Je suis pas allé chercher beaucoup plus loin. J'ai connu Enfants du Mékong, l'idée m'a plu, j'avais envie de me mettre au service de l'éducation. Donc forcément ça a connecté et voilà. Carrément. Et alors, vous n'êtes pas déçus de votre choix? Non, pas du tout. À aucun moment. Vous êtes partis dans quel esprit tous les deux en mission? Comment est-ce qu'on sent à l'idée de partir 1 an loin de tout? Je dirais qu'au début, c'est un peu vertigineux quand même. Tu m'étonnes. Et moi, j'ai un gros défaut qui est de beaucoup me projeter.
Et sur ce point-là, j'ai vraiment essayé au maximum avant de partir de pas me projeter. Ça veut pas dire de ne pas se renseigner sur le pays, ne pas se renseigner sur ce que j'allais vivre, mais essayer de laisser un maximum de place à la découverte. Et voilà, donc j'avais pas vraiment, j'essayais de pas me projeter sur un an. J'essayais vraiment, enfin voilà, je me suis dit, tu pars, tu vas là, et puis après, bah, tu vivras ce que tu as à vivre pendant cette année. Moi, c'est comme ça que je me suis préparée ou pas préparée. Et toi, Thibaut? Je me suis pas mal documenté sur le Cambodge. Et en fait, ce qui m'intéressait surtout avant de partir, c'était la posture humanitaire, c'est-à-dire en fait comment est-ce qu'on peut vraiment aider un pays, une cause, là où on va. Donc c'est ce qui m'a vraiment intéressé. Après, un peu à la manière d'Agathe, c'est un peu difficile de ne pas se projeter, et pourtant c'est un grand saut. C'est un grand saut dans l'inconnu, en fait, ce qu'on a fait, moi en juillet, plutôt fin août. Ouais, voilà. Donc vous êtes parti l'été dernier, alors. Ouais. Donc vous disiez un peu vos appréhensions, c'était du coup quoi, de faire un saut dans le vide et de pas connaître le pays, des choses comme ça. Vous aviez d'autres craintes? Moi, j'avais deux craintes principales. C'était de pas réussir à créer du lien avec les gens, du fait de la différence culturelle, du fait de la langue, la barrière de la langue. Voilà. Ça m'inquiétait beaucoup. Et j'avais aussi le point santé. Forcément, on se fait toute une montagne des conditions de vie en Asie, et c'est très difficile de se projeter tant qu'on n'y est pas. Et j'avais vraiment peur de tomber malade, d'avoir la dingue, d'être faible, fatiguée. J'avais vraiment des grosses craintes concernant ma santé. Et dans les deux cas, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Tant mieux. Surtout en ce moment, tant mieux. Et toi, Thibaut, c'était quoi tes grosses craintes en partant? En fait, c'était tellement gros ce qui allait se passer. Partir un an, j'étais jamais parti aussi longtemps et aussi loin seul. Donc c'était tellement gros que j'avais du mal à me projeter. Donc et je pense que quelque part ça a été une bonne chose, parce que du coup j'ai rien imaginé. Il y a eu ma vie en France qui s'arrêtait à ce moment-là, qui s'arrêtait au moment où je prenais l'avion. Et la seule chose que je savais, c'était qu'à telle heure j'arrivais au Cambodge, et puis après il n'y avait rien. Donc du coup j'ai pas vraiment eu le temps ou l'occasion d'appréhender. Il y avait trop de choses auxquelles j'aurais pu penser, donc ça a stoppé un peu mes appréhensions. Et du coup, vous êtes partis pour faire quoi exactement tous les deux? Parce qu'on est volontaire bambou, mais il y a plusieurs missions différentes. Il y a plusieurs pays d'ailleurs où les bambous partent. Vous avez tous les deux été envoyés au Cambodge pour faire quoi exactement? Alors moi je fais une mission qui s'appelle coordination de programme de parrainage et responsable de foyer. C'est une autre mission qui est attenante. La coordination de programme de parrainage, ça correspond sur une zone donnée dans l'un des pays d'action de l'enfant du Mékong à faire le lien entre le siège qui est à Asnières et donc les parrains en France, et les programmes de parrainage sur place. Un programme de parrainage, c'est une localité, donc ça peut être un village, comme ça peut être une paroisse, au sein de laquelle il y a un responsable local qui est venu solliciter Enfants du Mékong en disant qu'il y avait des besoins pour un certain nombre d'enfants et de familles d'aller à l'école, et donc ils avaient besoin d'être soutenus. Et Enfants du Mékong, une personne comme moi, est allée les voir et puis a créé un programme. Donc il y a de l'argent qui est envoyé chaque mois par des parrains depuis la France et qui est réceptionné sur le terrain. Et moi, mon rôle, c'est de permettre la distribution de ce parrainage aux enfants. C'est aussi de m'assurer que sur place tout fonctionne bien, que les enfants continuent bien d'aller à l'école, que l'utilisation de l'argent est réalisée à bon escient, et puis de renvoyer des informations aux parents. Voilà.
Donc ça c'est en gros ma mission. D'accord. Donc tu travailles aussi. Pardon. Donc Thibaut, tu travailles aussi étroitement avec les responsables locaux. Oui. Donc c'est des Cambodgiens qui sont comme vous en fait, qui sont bénévoles. Alors c'est une action. Ils sont pas forcément cambodgiens, mais c'est une action bénévole de leur part. Ouais. Et en fait, généralement, ce sont des gens qui sont déjà très investis. C'est-à-dire ils n'ont pas attendu qu'Enfants du Mékong viennent. Et c'est le principe d'Enfants du Mékong. On fait appel aux c'est des personnes qui donnent déjà, qui font appel à Enfants du Mékong. C'est ça qui est l'une des valeurs ajoutées en fait. On n'a pas besoin sur place de générer des motivations. Elles existent déjà et nous on vient en support de ces motivations-là. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et toi, Agathe, avec ta double casquette? Moi, j'ai une mission assez différente de celle de Thibaut. Je suis à Phnom Penh, donc dans la capitale du Cambodge, et moi je travaille dans un centre dédié aux étudiants. Donc les jeunes avec lesquels je travaille, ils ont environ 18 ans, ils sont tous à l'université. Et le centre dans lequel je travaille, qui est le centre Mérieux, leur offre une formation complémentaire. Donc en plus de leurs cours à l'université, ils ont des cours de langue, de philosophie, d'histoire, géographie, qui sont ceux que moi je coordonne, qui sont des cours pour apprendre à faire un CV, chercher un stage, comment interagir avec le monde professionnel. En fait, les étudiants dont on s'occupe viennent tous de milieux pauvres et notamment leurs parents sont souvent agriculteurs, donc ils ont une très mauvaise connaissance en fait du marché de l'emploi de manière générale. Donc moi, ma mission, c'est vraiment de les amener à découvrir cet univers-là, cet univers professionnel et à s'y intégrer. Et j'ai une autre mission qui est liée, c'est que je vis avec les premières années dans un foyer. Donc je suis responsable du foyer, de m'assurer que tout va bien, que les étudiants sont en bonne santé, que ils s'entendent bien, voilà. Donc tu as 15 étudiants, c'est ça, dans ce foyer? Ouais. Ok, et donc vous vivez tous les 16? Ouais, exactement. Alors ouais, on a 3 chambres, il y a la mienne, puis après ils sont séparés, répartis dans 2 chambres. Okay. Et c'est un fonctionnement de petite vie de famille où globalement on se retrouve le soir après leur cours au centre Mérieux et le seul impératif qu'on ait, c'est de se retrouver le dimanche soir en fait, où il y a vraiment le repas tous ensemble. Après c'est beaucoup plus libre, mais moi je les aide parfois à faire leurs devoirs de français ou d'anglais, où on discute. C'est vraiment l'idée, c'est aussi qu'on échange. C'est hyper enrichissant d'un point de vue culturel et pour eux et pour moi. Voilà, c'est des écouter, c'est une grosse part de présence en fait. T'es un peu la petite maman des étudiants ou c'est quoi un peu ton impression? Ouais, j'aurais pas dit ça avant de partir, mais au bout de 7 mois, il faut dire qu'il y a quand même une relation qui se crée qui est assez unique. Ouais. Et qui est plus celle d'une grande sœur quand même, mais oui, il y a vraiment une attention. Ils prennent soin de moi, j'essaye de prendre soin d'eux, c'est assez unique comme lien. C'est dingue. Et du coup, pour le centre du coup Mérieux, c'est quoi? Comment est-ce qu'on se retrouve dans ce centre en fait quand on est un étudiant cambodgien? Parce que alors, il y a plusieurs manières de venir au centre. Soit c'est des étudiants qui étaient dans les programmes où quelqu'un comme Thibaut va donner de l'argent. Donc, c'est déjà des enfants qui ont été sponsorisés pendant leur scolarité par Enfants du Mékong. Soit c'est des étudiants en devenir qui ont postulé pour obtenir la bourse Enfants du Mékong. Ils ont tous passé un examen pour ça, pour s'assurer déjà qu'ils ont un bon niveau pour suivre des études à l'université. Et aussi, ils ont passé des entretiens de motivation pour s'assurer qu'ils puissent vivre 4 ans, donc le temps de faire leur licence, à Phnom Penh, qui est une ville qui est très impressionnante parce que très différente des villages desquels ils viennent dans la campagne, loin de leur famille. Ça, c'est hyper difficile pour les Cambodgiens, où la cellule familiale est vraiment importante de partir comme ça et de revenir assez peu.
Donc, c'est vraiment ces entretiens de motivation pour s'assurer qu'ils soient capables de tenir 4 ans dans ces conditions-là. Et puis, si tout se passe bien, ils arrivent au centre Mérieux, donc entre 17 et 20 ans à peu près, et puis ils en repartent diplômés 4 ans plus tard, où ils restent à Phnom Penh pour travailler. Waouh, trop bien. Et est-ce qu'il y a un étudiant en particulier, j'imagine qu'ils ont tous leur histoire incroyable, mais qui te touche en particulier ou qui t'a touché ou... Il y en a plein, mais pour ceux qui ont vu le film grandir, moi j'ai la star du Cambodge dans mon foyer. Wow. J'ai Tania, qui est dans mon foyer, qui fait partie des 15 étudiants qui ont été recrutés cette année. Et c'est vraiment un étudiant qui est hyper volontaire, hyper ambitieux, mais dans le sens du terme. Et ce qui est assez rare au Cambodge, il sait ce qu'il veut, il se projette. Et sa force de caractère, son humilité, sa manière de raconter son histoire un peu de but en blanc, sans artifice, c'est assez sidérant cette maturité. Et moi, j'aime beaucoup discuter avec lui et je suis persuadée que c'est quelqu'un qui ira très loin. Mais voilà, pour la petite anecdote d'un étudiant qui me touche. Mais en fait, tous les jours, on en a des histoires d'étudiants. Ouais. Est-ce que tu peux aussi nous parler, nous raconter de ce que c'est que la formation intégrale? Parce que c'est un terme qu'on connaît peu finalement. Ouais, alors la formation intégrale, donc c'est la formation qui est dispensée dans les centres enfants du Mékong. L'idée, c'est qu'un enfant, il se construit pas uniquement avec des compétences scolaires, mais aussi avec des compétences qu'on va qualifier d'humaines, en quelque sorte. Et donc c'est ce que Enfants du Mékong essaie de développer dans ses centres, c'est vraiment cette formation complète qui va, c'est un peu les matières que je mentionnais précédemment, oui. C'est qui va vers l'ouverture aux autres, le bien vivre ensemble. En fait, l'objectif final de la formation intégrale, c'est vraiment de devenir un adulte responsable, bien intégré dans la société, et qui devienne ensuite un bon parent et qui fasse grandir le reste de la société. En fait, la finalité d'Enfants du Mékong, c'est vraiment ça, et c'est de mettre en œuvre les moyens qui permettent d'accéder à cet objectif. Pour finalement un jour peut-être disparaître et laisser les Cambodgiens travailler chez eux, enseigner les uns aux autres. Je pense que c'est l'enjeu de toute ONG. Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors du coup, comment est-ce que vous qui êtes à fond et sur le terrain et plongé dedans tous les jours, comment est-ce que vous décririez le parrainage en lui-même, le parrainage individuel et le parrainage collectif? Thibaut, tu peux peut-être nous expliquer? Oui, donc en fait, il y a deux types de parrainage, comme tu l'as dit. Le parrainage individuel, c'est le parrainage qui a majoritairement, c'est celui qui est le plus développé. C'est le fait qu'un enfant soit parrainé directement par un parent. Donc il y a un lien de rattachement qui existe de fait. Et ce lien, il vit à travers l'envoi mensuellement du parrainage par le parent et sa réception et son utilisation sur le pays par l'enfant et par une relation épistolaire qui se met en place dès le départ et puis qui est suivie. Alors l'idéal, c'est effectivement qu'il y ait beaucoup de lettres. On fait en sorte que les enfants écrivent entre 3 et 4 lettres par an. La situation actuelle bouge un peu toutes ces logiques-là, mais dans la logique des choses, c'est à cette fréquence-là. Et puis le parent, autant qu'il le souhaite, il peut envoyer des lettres à son filleul. Si ça peut être un rappel, j'encourage évidemment les parents à le faire aussi souvent qu'ils le peuvent. Les lettres sont régulièrement conservées comme des reliques par les enfants. Wow. Et il y a peut-être en général des boîtes bien à des endroits bien définis de la maison où ils les gardent. Je parle pour les programmes. Donc ça, c'est un premier type de parrainage. Et c'est celui qui se développe sur des programmes de parrainage individuels que je décrivais tout à l'heure. Après, il y a des programmes de parrainage collectifs. Collectif, ça sous-entend que le parrain parraine plutôt une œuvre au-delà de parrainer un filleul.
Le parrainage collectif, ça peut être le fait de parrainer un collège ou un lycée ou un foyer, un centre. À ce moment-là, en fait, le parrainage n'est pas destiné directement à un enfant, il n'y a pas de relation épistolaire, mais il est destiné à la maintenance et le fait de gérer administrativement le centre, le lycée, le collège. Alors ça peut payer les charges d'eau, d'électricité, les salaires des professeurs, etc. Ça, c'est les deux types de parrainage qui existent. D'accord. Et juste dans le parrainage individuel, qu'est-ce que les 28 € donc, que le parrain paye par mois couvrent exactement? Oui, en fait, il y a deux types de parrainage. Il y a le parrainage à 28 € le parrainage à 43 € pour les étudiants. Dans les deux cas, il y a une partie qui est conservée par Enfants du Mékong, qui est une petite partie, qui est de 5 ou 6 € si je ne me trompe pas. Le reste est envoyé sur le terrain. Tout le reste est utilisé. Donc toi, il est tu utilisé t'assures à la justement fois de pour cette des bonne denrées utilisation. alimentaires. Pardon ? Je disais, tu t'assures de cette bonne utilisation sur le terrain. Oui, tout à fait. Tout Ok. le reste est utilisé, que ce soit pour des denrées alimentaires, pour de l'hygiène, pour payer les cours complémentaires D'accord. et pour payer les fournitures scolaires, etc. Mais tout est utilisé et ça, c'est moi qui m'en assure puisque j'échange régulièrement avec le responsable local et on fait des points sur l'utilisation de l'argent. Tu t'attendais à ça ou pas en arrivant? Sur ce que j'avais à faire, oui. Après, il y a la manière de le faire. C'est-à-dire, je m'attendais effectivement à ça, puisque c'est exactement ce sur quoi on avait échangé, et je m'attendais pas à autre chose. Après, il y a la manière de le faire, c'est-à-dire l'être, le comportement qu'on va adopter, et la relation qu'on a à la fois avec les responsables locaux et avec les enfants. Surtout avec les responsables locaux, c'est à la fois une relation de travail, en définitive, puisque il y a des attentes, il y a de l'argent, c'est pas n'importe quoi. Mais il y a aussi une relation comportementale, d'amitié, d'attachement, d'affection, puisque souvent les responsables locaux ont eux aussi une histoire qui est forte et à laquelle on peut s'attacher, avec lesquelles qu'on a envie de développer. Donc voilà, donc je m'attendais à la partie faire, puisque ça ressemble clairement à ce dont on avait parlé, mais l'être, voilà, ça rajoute quelque chose d'énorme. Et comment est-ce que vous communiquez justement sur le terrain avec les responsables locaux, avec les filleuls? Parce qu'ils apprennent le français du coup? Déjà, non, alors, au centre, c'est un peu différent. Au centre Agathe, au centre Mérieux, je veux dire. Dans les villages, on parle en khmer, donc faut apprendre le khmer. C'est la première chose qu'on fait en fait. Et alors ça ressemble à quoi? C'est pas très difficile, parce que c'est pas très difficile. Ça ressemble ça ressemble pas du tout au français, ça ressemble pas du tout à l'anglais. C'est vraiment très différent sur la manière dont c'est construit. Donc comme il n'y a rien de commun, on doit tout réapprendre. Vous pouvez nous dire mais en fait, quelques comme il mots n'y a pas de conjugaison, comme il n'y a pas de grammaire, pas très compliqué. Comment? Vous pouvez nous dire quelques mots ou pas? Oui, alors je m'appelle Thibaut, ça se dit Kniam Chmour Thibaut. Ok. Voilà. Okay. Et j'ai 29 ans, j'ai 28 ans, ça se dit Kniam Mien Ayo Mopai Prambai Chnam. Ok, donc il faut effectivement apprendre il n'y a pas grand chose de commun. Ouais. Et ça vous a pris combien de temps? Pour le maîtriser, pour tout ce qui va être, mettons, essentiel à la vie sur place, ça prend à peu près un mois. Ça prend à peu près un mois, c'est-à-dire pour se déplacer, pour manger, voilà, oui, pour dire où on va aller, pour dire bonjour aux enfants, pour pouvoir savoir quel âge ils ont, comment ils s'appellent, et puis pour gérer un peu l'argent avec le responsable de programme, ça prend à peu près un mois. Mais après un mois, on a vraiment juste le nécessaire. C'est vraiment après 2, 3, 4 mois que là, on commence à être plus à l'aise, parce qu'on réfléchit un peu moins aux mots qu'on veut utiliser et qui viennent plus naturellement. Et puis aussi, on dit souvent la même chose, donc ouais, il faut un mois pour le basique et peut-être 2-3 mois, 3 mois pour que ce soit plus
plus naturel. Ouais. On a quelques questions là de Guillaume et Johanna qui demandent si vous visitez parfois le Cambodge. Est-ce que vous changez de pays? Est-ce que vous visitez d'autres pays? Est-ce que vous découvrez des endroits un peu inhabituels du Cambodge? Alors, moi, dans le cadre de ma mission, très sincèrement, assez peu. Contrairement à Thibaut, moi, je suis pas mobile du tout. Ah hein, oui, je suis vraiment tu vas basée pas à à Phnom Phnom Penh. Penh et on se déplace quelques fois avec les étudiants, notamment pour les emmener au semi-marathon d'Angkor, qui est la Siem Reap, pour partir en voyage d'intégration et de désintégration qui dure un week-end avec les étudiants. Donc, on bouge un petit peu dans le cadre de la mission. Après, dans un contrat de VSI, on a des vacances. Et là, par contre, on peut en profiter si on en a envie pour visiter un peu le Cambodge, pour visiter d'autres pays éventuellement. C'est quand même très prenant hein, la mission. Donc il faut savoir qu'on a peu le temps de faire du tourisme en parallèle. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce qui vous a du coup surpris en arrivant ici au Cambodge? Quels sont je sais pas, parce que c'est comme une culture complètement différente, un nouveau pays pour vous. C'était peut-être pas la première fois que vous alliez en Asie, mais de débarquer comme ça pour un an, c'était quoi le plus surprenant? Moi, il y avait plusieurs choses. Il y avait, alors moi, j'étais jamais allée en Asie, mais déjà le fait d'attirer l'attention, du coup, parce que ça se voit clairement qu'on n'est pas du pays. Ouais. Et en plus, là où est situé le Centre Mérieux, c'est pas forcément un quartier très touristique, donc c'est vrai que les gens nous dévisagent un peu, les enfants disent bonjour. Au début, c'était quelque chose qui me perturbait un peu, donc ça, c'était le premier point. Et la circulation aussi a été un gros choc à l'arrivée. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on avait en commun parmi les grosses surprises de l'arrivée. C'était vraiment cette circulation où on pense jamais, on survivra pas à chaque trajet qu'on fait en fait. Et en fait, si, Mais en fait, tout se passe bien. En fait, c'est très organisé. C'est paradoxal. Ouais. Ah ouais. Au bout de quelques mois, en fait, c'est comme le Khmer, hein, c'est un autre langage, la circulation au Cambodge. Et après un peu de pratique, on marche, on fait du vélo, ou on conduit la moto très bien dans une ville asiatique. Waouh. Est-ce que vous avez fait tous les deux des... Non? Si. Est-ce que vous avez fait tous les deux des sacrifices cette année, du coup? Oui. Enfin, je sais pas. Oui, on en a fait quelques-uns. Ouais. Le premier, enfin pour moi, celui qui serait le plus présent, en fait, ce serait la qualité des nuits, parce qu'il fait chaud, que on a souvent qu'un petit ventilateur qui marche pas forcément très bien, qu'il y a beaucoup de bruit. On a dit les nuits ne sont pas calmes, il y a toujours du bruit un peu de partout, que ce soit des motos, des gens qui crient, ou des fêtes, ou de la musique. Et puis la qualité, de la literie. Mais en même temps, c'est pas, enfin au final, je sais pas toi, qu'est-ce que t'as... Moi, je dirais, alors il y a l'aspect confort aussi, je rejoins tout à fait Thibaut là-dessus. Et il y a la vie sociale aussi, parce qu'en fait, on est dans des missions où la journée, on travaille normalement, puis le soir, on vit dans notre foyer, et donc du coup, ça demande c'est plus vraiment un travail, mais ça demande de la présence. Bah ouais. Et du coup, je travaille le week-end aussi pour le Centre Mérieux, et Thibaut aussi. Donc ça, en fait, on n'est pas disponible au moment où d'autres personnes seraient potentiellement disponibles, soit pour partir en week-end, soit pour boire un verre, un resto, toutes ces choses en fait qu'on a très facilement en France, d'avoir une vie avec les amis, c'est pas du tout naturel au cours de la mission. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sacrifice qu'on fait volontiers. Hein, après. Ouais. Puis en fait, c'est un vrai bénéfice, c'est-à-dire que déjà on s'attendait à devoir faire ce genre d'effort, on le souhaitait même, parce que sinon on n'aurait pas fait cette démarche. Et puis du coup en fait ça permet aussi de savoir, ça permet aussi de se borner, c'est-à-dire de savoir en dessous de quel niveau de confort on aimerait ne pas descendre dans notre vie. Puis aussi ça nous permet de nous dire bon ok,
de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, et un peu d'avoir une sorte de plafond. On dit bon, typiquement au-dessus de ce niveau-là de confort, c'est pas utile. C'est pas un besoin, donc je peux m'en passer. Ça permet d'avoir ce genre de repère. Waouh. Je pense dans la vie sociale, ça c'est vrai aussi, parce que ça permet de faire un peu le tri entre ce rythme effréné qu'on peut avoir en France, d'avoir de voir plein de gens pour voir des gens. Et c'est vrai qu'on se recentre vachement plus au Cambodge, de savoir quelles sont les relations qu'on veut favoriser, privilégier. C'est assez précieux en fait. Ouais, hyper bénéfique, j'imagine. Est-ce que vous êtes fier de quelque chose, du coup, après avoir fait ces sacrifices, en pleine année de mission? De quoi vous êtes fier aujourd'hui? Moi, je serais fier d'avoir. Partir en mission, c'est un reset. Enfin, c'est tout recommencer. C'est accepter de tout recommencer dans un endroit où rien n'existe. Ouais. Enfin, rien n'existe. L'action d'enfant du Mékong existe, mais pour nous, rien n'existe. On ne connaît pas l'environnement, donc on connaît pas les personnes, on connaît pas la langue, on connaît pas le climat, on n'a aucun repère culturel. Et je pense que ce dont je serais le plus fier, c'est justement d'être arrivé dans cet environnement-là, et puis d'avoir créé petit à petit des repères, d'avoir appris une langue, d'avoir rencontré des personnes, chose que à titre personnel j'avais jamais eu à faire. Et ça permet de grandir quand même beaucoup. Si on accepte de documenter un peu ce qu'on fait aussi, voilà, j'ai commencé à écrire un journal, et c'est vrai que quand je me replonge dans ce que j'ai pu écrire les 3, 4, 5 premières semaines en arrivant, il y a du chemin qui a été parcouru, et ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est une certaine fierté. Ouais. Je comprends, ouais. C'est impressionnant. Et toi, Agathe? Moi, je dirais que c'est la relation que j'ai pu créer avec les étudiants. Je m'attendais pas du tout à ça, et ouais, c'est assez fort et assez dingue de voir avec quelle facilité déjà la relation se crée, et de voir la richesse des échanges qu'on peut avoir. C'est très très intense en fait, et c'est très riche en émotions. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux, et c'est même quand ils parlent je sais pas s'il y a d'anciens bambous qui suivent le live en ce moment, mais même quand ils parlent des anciens volontaires, il y a toujours, ils en parlent vraiment avec beaucoup d'émotion, ils s'en souviennent, ça les marque. Et se dire qu'on arrive à créer ça, et que eux nous marqueront à vie aussi, c'est quelque chose dont on peut être assez fier, je pense. Ouais, je comprends. Bravo, un magnifique engagement en tout cas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de votre mission? Sachant qu'elle est un petit peu perturbée en ce moment. De la finir. D'y revenir, c'est pas mal. Ouais. Vous êtes confiné actuellement, vous êtes en Thaïlande, dans la même réalité, mais de la finir. Ouais. Là, vous êtes confiné Comment? Vous êtes confiné à Bangkok, c'est ça? Non. Ouais. Là, on est à Bangkok, ouais. Ouais. Vous êtes avec d'autres volontaires? Ouais, on est dans une colocation à 8. Ok. 8. Tout le monde est en bonne santé? Ouais. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Bon, tant mieux. L'ambiance confinement, elle est comment là à Bangkok? Pour nous, ça se passe bien, parce que en fait, au final, on était tous partis servir la même cause, et à peu près tous avec le même esprit. Donc, il y a déjà un certain niveau de. Et puis, après 6 mois au Cambodge, on vit de manière on a eu l'habitude de vivre de manière assez simple. Donc, quelque part, on a à peu près tous les mêmes niveaux d'attente. Donc, il n'y a pas trop de divergence entre les personnes, et du coup, ça se passe plutôt bien. Non, puis là, ça fait quand même un mois qu'on est confinés ensemble, donc ça y est, on a appris à bien fonctionner ensemble. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de difficulté majeure. Trop bien. Bon, bah tant mieux. Et l'ambiance en général en Thaïlande? Comment sont les Thaïlandais? Déjà, on les voit pas beaucoup parce qu'on sort pas beaucoup. Les gens sont quand même assez méfiants. Il y a les informations qui circulent en Thaïlande, c'est quand même que les touristes, avec leurs déplacements au sein du pays, ont contribué à répandre le virus. Et c'est vrai que forcément, les gens savent pas que nous, on vit au Cambodge depuis plus de 6 mois, voilà, ils connaissent pas notre histoire en Asie. Et donc, il y a quand même une méfiance des Thaïs vis-à-vis des Blancs. Mais voilà, comme dit Thibaut, on sort finalement assez peu, à part pour faire des courses.
Donc, bon, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez plein de félicitations là pendant le live de Adrien, de Véronique. Tout le monde est très fier de vous, les anciens bambous aussi. Vous soutiennent. Bon courage pour ce confinement et cette mission qui est un petit peu étrangement réalisée. Mais en tout cas, vous continuez quand même. L'action d'Enfants du Mékong continue quand même puisque vous travaillez toujours en fait. Oui. Ah oui. Il n'y a pas de... Oui. On avance sur plein de sujets de fond en fait. Finalement, on a cette chance, si on peut dire, de faire tout ce travail de fond que les volontaires n'ont d'habitude pas le temps de faire au cours de la mission. Ouais. Donc voilà. Bon, bah super. Non, ouais, ça aide. Donc ça a du bon quand même. Bon, bah, je vous souhaite quand même de terminer votre mission dans des bonnes conditions, de retrouver vos étudiants, vos élèves, et puis voilà, et de passer le relais au bambou de l'année suivante, qui arriveront si tout va bien cet été, du coup. Ouais, tout va bien, qu'ils arriveront cet été. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté de nous raconter un peu votre mission. Merci de nous avoir plongé en Asie avec vous. Ça fait du bien. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On a besoin d'évasion là, et vous nous avez donné un peu de voyage. Tout le monde vous félicite et ben je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Agathe, merci Thibaut. Bonne mission, bon courage. Et de la part de tous les parrains, donateurs, de tout le siège, on vous remercie vraiment du fond du cœur et on vous souhaite bon courage pour terminer votre mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va terminer ce live prochain avec un nouvel invité du vendredi. Merci d'être si nombreux à nous suivre et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour avoir toujours plein d'idées d'activités, pour suivre le mercredi le compte d'Antoine Besson, le vendredi le live sur Facebook. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à vendredi prochain.